Bonsoir. On a laissé passer le petit délai d'installation. Bonsoir à tous. Si vous voulez bien prendre place, chers collègues. Alors, un horaire un peu particulier pour ce conseil de communauté, mais qui est assez chargé ce soir. Et puis on est en période de fin d'année, donc si on arrive finalement à pas finir trop tard, ça serait bien aussi. Mais il n'en dépendra que de nous tous. Donc avant de faire l'appel, nous avons le plaisir d'accueillir le nouveau maire de la Bastide-Beauvoir, qui est aussi délégué communautaire, M. Serge Pina, voilà, qui vient de rejoindre notre conseil de communauté ce soir. Et donc, M. Martinez, si vous voulez bien faire l'appel. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire vite. Pablo Arcé. Henri Arévalo a donné pouvoir. Patrice Arséguel. Annie Averrousse a donné pouvoir. Fabrice Baudot. Didier Belair a donné pouvoir. Djemel Bensassi. Didier Bijonneau a donné pouvoir. Véronique Blancier. Pas encore présente. Éric Bora. Non plus. Sylvie Brault. Oui. Olivier Capel. Alain Caral. Bruno Cobé. Jacques Charrier. Laurent Chérubin. Pascal Chicot. Bernard Crouzil. Sarah Daza. Jean-Luc Dieudonné. Pas encore. Françoise Doisy. Marie-Pierre Dost. Xavier Espic. Luc Evans. D'accord. Laurent Forest. Encore présent. Christine Galvani. Gérard Gardel. Catherine Gavin. Elisabeth Jacquetto. Christophe Gillon. Marie-Pierre Glaise a donné pouvoir. Philippe Goux. Véronique Aïtsé. Arnaud Humberdrose a donné pouvoir. Gwenola Kloptoser. Jürgen Knodelseder. Dominique Lagarde. Pierre Lattard. Marie-Claire Loz. Christophe Lubac a donné pouvoir. Stéphane Manou a donné pouvoir. Pascal Martinez. Dominique Marty. Jean-Daniel Marty. Yannick Mater. Alice Mélac. Bruno Mojicato. Bernard Neveu. Xavier Normand. Divine Nsimba Lumpuni. Jacques Auberti. Thierry Houplon. Denis Paillard a donné pouvoir. Karine Pérez-O'Haraud. Serge Pina. Gérard Robert a donné pouvoir. Karine Rovira. Dominique Sangaille. Pierre-Yves Chanen. Michel Segafredo. Jacques Ségéric. Marie-Laure Sicot a donné pouvoir. Patrice Tournon a donné pouvoir. Jean-Luc Tronco. Lucia Vidal a donné pouvoir. Jacqueline Vigneault. Simon Viguer a donné pouvoir. Céline Villela. Et René-Marc Villemotte. Merci. Donc nous devons désigner notre secrétaire de séance et je vous propose Monsieur Bernard Neveu.
Merci. Alors, effectivement, nous avons plusieurs pouvoirs. Donc, Lucia Vidal a donné pouvoir à Xavier Normand, Annie Averrousse à Pascal Chicot, Marie-Pierre Glaise à Véronique Blancstier, Henri Arevalo à Karine Pérez-Waro, pour une partie, puisqu'il va nous rejoindre après, Marie-Laure Sicot à Jean-Luc Tronco, Didier Bijonot à Thierry Houplon, Didier Belair à Xavier Spic, Stéphane Manou à Céline Villela, Arnaud Humberdrose à Laurent Forest, qui n'est pas là, Simon Viguer à Bernard Neveu, Gérard Robert à Gérard Gardel, Patrice Tournon à Sylvie Brault, Denis Paillard à Catherine Gavin et Christophe Lubat qui est retardé, mais en attendant a donné pouvoir à Marie-Pierre Tost. Est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs? Non. Je vous remercie. Donc, pour ce qui concerne notre conseil de communauté du 4 novembre, qui vous a été transmis, on n'a pas eu d'observation, à ma connaissance. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Donc, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est approuvé, je vous remercie. Alors, pour ce qui concerne l'ordre du jour de ce soir, vous savez qu'on a prévu de faire une petite pause repas à 19h30 sur les points qui sont prévus sans débat. Nous allons rajouter le point 17 avec débat qui concerne le budget déchets et qui concerne les tarifs 2025. Et nous rajouterons aussi le point 24 qui est l'approbation du plan territorial des mobilités décarbonées du SICOVAL à l'horizon 2032. Y a-t-il d'autres points sans débat que vous souhaitez voir mis au débat, Monsieur Jürgen? Le 35, s'il vous plaît. Le point 35 qui concerne le projet d'aménagement de la ZAC Enova, approbation des modalités de participation financière des constructeurs. C'est ça. C'est ça. Y a-t-il d'autres points que vous souhaitez mettre au débat? Pardon? Non? Très bien, merci. Donc le premier point est l'approbation du rapport de gestion du GIE Valcommun. Donc vous savez que nous avons créé un groupement d'intérêt économique qu'on a dénommé Valcommun au mois de février 2023. Donc ce groupement d'intérêt économique a été créé en vue de mutualiser des moyens administratifs et techniques pour les membres, pour ses membres, sans réaliser de bénéfices. Un GIE doit être un organisme à but non lucratif. Donc aujourd'hui, il associe le SICOVAL et 3 autres opérateurs qui sont la SPL Enova Aménagement, la SPL Enova Événement et la SEM Valcosem. Donc ce GIE est tenu de produire chaque année un rapport de gestion. Donc c'est ce qui vous a été communiqué avec la note, le rapport de gestion de ce GIE. Alors, donc, heureusement, c'est un rapport de gestion qui date de l'année 2023. Donc ce rapport de gestion, il vous est rappelé qu'au moment de l'élaboration du budget 2023, qui était un budget établi sur une année non complète, puisque le GIE était constitué à partir du mois de février, il y avait une participation pour les différentes entités qui était prévue pour la SPL Enova Événement de 50 358,83 €, pour la SEM Valcosem de 63 041,50 €, pour la SPL Enova Aménagement de 146 348,83 € hors taxes, et enfin pour le SICOVAL, une participation de 33 812,50 €. Voilà. Ça, c'était le budget prévisionnel du GIE pour une durée de 8 mois sur l'année 2023.
Donc le bilan a constaté un actif circulant de 118 397 euros, des dettes qui s'élèvent à ISO, 118 397 euros. Donc une fois que les charges ont été réfacturées à chacun des membres, bon, le résultat a été constaté évidemment à l'équilibre, mais avec une adaptation des contributions de plus ou moins importantes de chacun des bénéficiaires de ces GIE. Donc pour la SPL Enova Événements, il y a eu une contribution supplémentaire demandée de 8 681 euros hors taxe. Pour la SEM Valcosem, plus 3 461 euros. Pour la SPL Enova Aménagement, plus 2 397 euros. Et enfin, une moins-value pour le SICOVAL de 32 722 euros. Donc, c'est ce qui a permis d'équilibrer les comptes de gestion du GIE Valcommun. Pour ce qui concerne 2024, qui est une année bien entamée, le GIE effectivement a prévu de sécuriser juridiquement davantage et financièrement ses activités et les activités de toutes les entités pour lesquelles il intervient. Gérer les aspects administratifs et comptables. Il y a une comptabilité analytique où il est déterminé le temps passé pour chacun des bénéficiaires, ce qui permet d'avoir une répartition à la plus juste valeur de chacun des bénéficiaires. Accompagner la mise en place d'une organisation visant à renforcer la stratégie du développement territorial et des grands projets du SICOVAL, et puis aussi travailler sur la création d'une SEM Énergie dont nous avons déjà évoqué le projet, mais dont nous reparlerons très certainement au cours de l'année 2025. Donc ce qui vous est proposé, c'est de prendre acte de ces comptes 2023 et des rapports du GIE Valcommun que vous avez eu en annexe. Donc comme il faut que je me déporte, ainsi que M. Chérubin, voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner avec la deuxième délibération qui concerne le rapport de gestion de Valcosem, et ensuite on se déportera en suivant. Mais dès lors, est-ce que vous avez des questions particulières sur ce rapport de gestion? Oui, Jürgen, pardon. Oui, merci et bonsoir. Donc là, en fait, on aura toute une flopée de présentations sur toutes les sociétés qui étaient créées par les SICOVAL, et c'est quand même, ça commence à être assez grand parce qu'il faut consacrer un CC un peu étendu à le contrôle de ces sociétés-là. Et donc, parfois, les choses sont quand même assez peu lisibles et ça manque un peu de transparence, notamment parce que tout c'est un peu impliqué, notamment avec ici la GIE commune. Et puis, on va en créer d'autres, comme tu as évoqué la SCM Énergie, mais aussi, j'ai lu SAS Enova Data qui va se rajouter. Et donc, on peut se demander quelque part, est-ce que c'est vraiment nécessaire de créer autant de structures où on a une perte de lisibilité quand même ce qui se passe, in fine. Bon, j'ai vu un bénéfice de toutes ces structures-là, parce qu'ils créent en fait des rémunérations pour les élus. Donc quand on fait la somme de tout ça, ça donne quand même 207 euros de rémunération annuelle avec les trois sociétés par la Val Commune, parce qu'elle n'est pas rémunérée, mais les trois autres. Et là, pour la Val Commune, l'objectif, c'est quand même de mutualiser les moyens. Et j'ai vu nulle part, en fait, les effets de ça. Parce que quand on regarde la masse salariale des quatre sociétés, donc Valcosem, Enova Aménagement, Enova Événements et la dernière, j'ai oublié. Bon, bref, on voit que, en fait, la masse salariale de ces sociétés, ils ont augmenté de 23% de 2022 à 2023. Donc, on ne voit pas l'effet de mutualisation qui devrait quelque part le conserver ou même diminuer. On voit plutôt une expansion. Et quand on regarde surtout le mandat, où en fait on commence à 2018, depuis 2018, la masse salariale, elle a triplé. On est passé de 500 000 euros à 1 400 000 euros. Et donc on voit assez mal ce qui justifie en fait une telle inflation. Et je ne vois pas vraiment quelque part un signe qu'on arrive à faire des choses plus efficaces en mutualisant les moyens. Donc, peut-être il y a un truc qui m'a échappé, mais au moins le document ne fait pas la preuve que ça fonctionne pour la raison pour laquelle on l'a mis en place. Alors, je peux apporter plusieurs points de réponse. Donc
Effectivement, si comptablement on regarde l'évolution des masses salariales des différentes sociétés, ça a augmenté, mais il faut voir que les projets arrivent de plus en plus à maturation. Et notamment, par exemple, au niveau de la SPL aménagement, c'est une SPL qui porte l'aménagement de 4 ZAC qui étaient en phase, toi tu pars de 2018, qui pour certaines étaient en phase d'étude, et on arrive de plus en plus en phase opérationnelle, donc il est normal que ces structures-là aient besoin de se renforcer de manière opérationnelle. L'avantage d'avoir créé le GIE, tu as bien compris que c'était l'objectif, c'était de mutualiser les ressources. D'ailleurs, le personnel qui figure dans le GIE, c'est uniquement du personnel administratif, c'est pas du personnel opérationnel. Le fait qu'on ne voit pas une baisse de la masse salariale des autres sociétés, c'est aussi parce que c'est un peu tronqué, parce que là, on regarde le compte de gestion de 2023, et donc sa création. Donc, ce sera quand même plus intéressant de voir en 2024 le compte de gestion de 2024 et de le corréler avec la masse salariale des différents satellites. Puisque, effectivement, en 2023, les différents satellites ne sont pas dégagés complètement du personnel ressources qu'ils avaient. Mais par exemple, il y avait une comptable à la SPL Enova événement qui a basculé sur le GIE. Il y avait une assistante administrative sur la SPL Enova Aménagement qui a basculé sur le GIE. Mais ça s'est fait dans le courant de l'année, ça ne s'est pas fait automatiquement. Donc effectivement, sur cette année-là, on ne trouve pas forcément les économies. Ça, c'est la première précision. Sur la deuxième précision, pour ce qui concerne le GIE Val-Commun, il n'y a pas de rémunération d'élus. Les élus ne sont pas rémunérés. Idem pour le directeur général délégué n'a pas de rémunération à ce jour pour ce GIE Val-Commun. Est-ce que vous avez d'autres questions ou interventions? Oui, Laurent. Oui, peut-être pour venir étayer Président, ton intervention, c'est dans tous les cas quand même les compétences qui ont été intégrées dans le GIE notamment, ce sont des compétences que nous n'avions pas en interne. Dans tous les cas, avec la compétence et la capacité de gestion de structures en société publique locale. Le besoin est identifié, la progression, et nous nous sommes assurés en tant qu'élus et membres du conseil d'administration que justement la progression de la masse salariale se fasse avec les compétences dont on avait besoin à l'interne et qui étaient nécessaires à dupliquer. Il est évident que les compétences qui ont été aujourd'hui récupérées, notamment dans la SPL Enova Aménagement, enfin pour Enova Aménagement, c'était dans tous les cas, à un moment ou à un autre, un potentiel de compétences qu'on aurait dû récupérer en interne au SICOVAL, parce qu'on n'avait pas non plus des compétences qui étaient celles octroyées dans ce cadre-là. Donc on n'est pas justement, on est dans de l'économie d'échelle, parce qu'on peut dupliquer, et si on regarde l'aspect financement, finance et comptabilité, c'est un focus qui est fait de façon générale sur l'ensemble des satellites, qui n'aurait pas été permis. On a l'exemple de la comptable, en est tout à fait la démonstration. C'est que nous sommes retrouvés avec une comptable qui avait, au demeurant, la capacité à pouvoir gérer l'ensemble des structures. Bon, le cas échéant, il a fallu qu'on réorganise, et vous en aurez la connaissance en 2024, mais au départ, c'était justement la mutualisation de l'ensemble de la comptabilité sous un même chapeau qui permettait d'éviter d'avoir un comptable par site. Trompé de bouton. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Donc merci. Je vous propose donc de passer à la présentation du rapport de gestion de la SEM Val-Cosem. Et ensuite, je céderai la présidence pour que vous puissiez voter ces deux délibérations. Donc, pour ce qui concerne l'approbation du rapport de gestion de la SEM Val-Cosem, là, c'est pareil, on est sur un exercice 2023. C'est des choses qu'on avait déjà vues, qu'on avait déjà validées. Donc, le plan d'affaires de Val-Cosem, Val-Cosem qui est la foncière du SICOVAL, a fait l'objet d'une recapitalisation en 2023 avec le principal objectif, c'était l'acquisition
de 2 plateaux dans l'immeuble Data Valley, l'immeuble Data Valley qui est un immeuble qui est construit juste derrière le siège du Sicoval. Ce bâtiment a été construit par l'ARAC. L'Assemblée générale de Valcocem d'avril 2023 a approuvé l'augmentation de capital social par voie d'apport en numéraire et d'apport en nature. Donc pour ce qui concerne le Sicoval, la recapitalisation a été faite par un apport en nature, c'est-à-dire que le Sicoval a apporté le bâtiment qu'on appelle historiquement le bâtiment Magnus. Qui a permis de recapitaliser la SEM Valcocem, mais c'est aussi le fait que nos actionnaires, qui sont la Caisse des dépôts et la Caisse d'épargne, sont venus augmenter leur participation au capital. Et nous avons également fait rentrer dans le capital de Valcocem, justement, l'ARAC. Et tout ça, ça a permis une recapitalisation pour la SEM Valcocem à hauteur de 13 640 201,25 €. Voilà. Sachant que pour cette SEM, le Sicoval est actionnaire à hauteur de 70,24%. Donc, les comptes de résultats 2023 ont fait, parce qu'en 2023, nous n'avions toujours pas acquis les 2 plateaux, ça s'est fait en 2024. Donc, on a eu des produits d'exploitation pour 1 073 825 €, qui est le produit, en gros, de l'allocation des bâtiments qui appartiennent à Valcocem. Des charges d'exploitation qui s'élèvent à un peu plus de 781 000 €. Et donc, la SEM a été assujettie à 37 770 € d'impôt sur les bénéfices, ce qui nous fait un résultat d'exercice de 113 308,93 € qui a été affecté à la réserve légale et au solde aux autres réserves. Donc voilà, le bilan fait apparaître un actif immobilisé de plus de 14 millions d'euros et un actif circulant de plus de 4 200 000 €, sachant que la SEM a des dettes, puisque certains bâtiments ont été achetés à crédit, pour un peu plus de 3 900 000 € de dettes financières, sachant que ces dettes financières sont garanties par emprunt à hauteur de 50% par le Sicoval, soit un peu plus de 2 300 000 € d'impôts au 31 décembre, de garantie de capital, au 31 décembre 2023. La Commission des services publics locaux, qui a été sollicitée, a rendu un avis favorable le 3 octobre 2024 sur ce rapport de gestion. Et j'ai oublié de vous le signaler, mais il en a été de même pour le rapport de gestion du GE Valcomen. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Jürgen, pardon. Oui, donc là aussi, j'ai effectivement des questions pour voir un peu plus clair, parce que pour moi, parmi toutes les sociétés, pour moi, c'est la plus obscure. Juste pour donner un exemple, donc, on a mentionné effectivement l'apport du bâtiment Magnus en nature en 2023. Et maintenant, le Sicoval paye des baux qui s'additionnent à 10 millions d'euros chaque année à Valcocem pour utiliser le bâtiment qui appartenait avant au Sicoval. Donc, on a un peu du mal à comprendre ce montage. Et aussi l'efficacité de ce montage. Un autre exemple, c'est la création de la SAS Innovadata qui est prévue, selon le texte, là, en septembre 2024, pour un montant de l'ordre de 15,2 millions d'euros, avec l'objectif de louer 2 étages du bâtiment Data Valley au Sicoval, qui sous-louera ces 2 étages à IoT et la société Unabiz. Donc on ne comprend pas pourquoi c'est simplement Valcocem qui peut louer les 2 étages à IoT et Unabiz. Pourquoi il y a ce montage-là avec le Sicoval? Donc, c'est vraiment bien de un peu mieux expliquer tous ces montages et les raisons qui sont là derrière, parce qu'on ne les comprend vraiment pas. Et tu as aussi parlé de la recapitalisation. Effectivement, l'année dernière, dans le dossier, il parle de la recapitalisation. Et une des raisons, c'était la construction du bâtiment Eco-Batival sur le site de la SAC du Rivel. Mais là, il y a très peu d'informations sur le projet. C'est à peine mentionné. Est-ce que ça existe toujours? Voilà, quel est l'état de ce projet-là? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Merci. Alors, peut-être, ça serait bien, je comprends la complexité. Moi-même, j'ai mis un peu de temps à comprendre un peu comment tout ça a été organisé. Donc,
déjà, ce qui serait peut-être intéressant, c'est sur un prochain conseil de communauté d'avoir une présentation un peu plus spécifique là-dessus, je suis d'accord, pour que chacun d'entre nous puisse avoir une meilleure compréhension. Cela étant, déjà, ce que je peux dire ce soir, c'est que la SEM, contrairement au SPL, les SPL, ce sont des sociétés publiques locales, c'est-à-dire que le capital est détenu uniquement par des collectivités publiques. En l'espèce, dans le capital des SPL, on va avoir le SICOVAL, mais aussi les communes par exemple de Ramonville, communes de la Beige, de Montgiscard ou de Baziège ou d'Escalquens. Voilà. La SEM, une SEM, c'est une société, comme son nom l'indique, d'économie mixte. Ça veut dire que les capitaux peuvent être détenus par des collectivités publiques, mais aussi par du privé. Et donc l'intérêt de cette SEM, c'est d'avoir un levier financier, c'est-à-dire que l'apport, le capital, il peut être des capitaux publics, mais aussi on va avoir des apports du privé. Et c'est le cas d'espèce avec la Caisse des dépôts. Alors le privé, ils sont quand même, ce sont des historiques, hein, la Caisse des dépôts et la Caisse d'épargne, et tout récemment la RAC, hein, qui est une société issue de la région. Cette capitalisation, cette recapitalisation, effectivement, elle a permis d'avoir des moyens financiers pour envisager l'acquisition des deux plateaux Data Valley, quand même, qui, à l'ordre de mémoire, je ne sais plus les chiffres, c'est 10 ou 11 millions d'euros. Hein, 17 millions d'euros, donc il fallait lever. Et la recapitalisation de la SEM n'était pas suffisante, d'où l'idée de créer une SAS où on a fait, où on a mis un peu d'argent de la SEM et est venue aussi au pot la société publique locale de la région Occitanie, via le RAC, qui a permis de lever les fonds nécessaires, via un emprunt évidemment, pour l'acquisition des deux plateaux de Data Valley. Ensuite, pour répondre, mais c'est vrai que ça méritera une explication, pourquoi finalement c'est cette SEM qui achète les bâtiments et qui les sous-loue quelque part au SICOVAL, enfin qui les loue au SICOVAL, qui lui-même va les sous-louer à des activités. Ça répond à la stratégie de développement économique du SICOVAL, hein, parce que ça permet au SICOVAL d'assurer sa politique de développement économique. Par exemple, la SEM est propriétaire de bâtiments qu'on appelle les pépinières. Voilà. Et le SICOVAL, ça permet au SICOVAL de choisir en fait les sociétés, les entreprises qu'il va installer à l'intérieur des locaux. Voilà. Et sachant que effectivement, on aurait très bien pu envisager que ce soit le SICOVAL qui soit propriétaire et qui loue directement, sauf que d'abord le SICOVAL n'avait pas les moyens financiers de lever autant de fonds, hein, il fallait passer par cette SEM pour avoir ce levier, d'une part. Et d'autre part, après, il y a toute la gestion derrière, assurantielle, etc., qui est un peu plus compliquée et qui est plus facile de passer via une SEM. Mais j'avoue que finalement, ce montage, il est assez complexe. Et moi, je suis assez d'accord pour avoir une présentation un peu plus fine, en plus, qui permettra peut-être d'expliquer à l'ensemble du conseil de communauté la stratégie. Hein, on pourrait faire ça avec Laurent. La stratégie du développement économique de notre intercommunalité, parce que c'est ça aussi qui est intéressant d'avoir, au-delà de l'aspect purement financier. Je sais que tu es très attaché aux aspects financiers, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est d'avoir la stratégie économique. Voilà. Pourquoi par exemple, on a
En même temps, c'est pratique parce que ça nous permet de voir que les perspectives qu'on avait, on les a réalisées. Donc, préparer la déclaration de projet, ça c'était en février 2024, ça a été fait. Obtenir la DUP, ça a été obtenu en août 2024 et l'arrêté d'autorisation environnementale en octobre 2024. Donc, créer la ZAC et approuver le dossier de réalisation, idem, c'était en octobre 2024. Rechercher et mobiliser les terrains de compensation environnementale, ça a été fait également. Préparer les marchés travaux et lancer d'ici fin 2024, avenue Tolosane, entre centre commercial et foncier Sanofi. Je crois que ça, c'est fait aussi. C'est en cours. Pardon. Préparer les conditions pour transformer le projet de zone d'activité en quartier mixte. Donc ça, écoutez, on y a travaillé et choisir le nouvel urbaniste. Donc ça, c'est réalisé puisque, en fait, notre choix s'est porté sur le groupement autour du cabinet De Villers et Associés. Donc pour préparer un projet qui va intégrer beaucoup plus de mixité, donc un projet différent de celui qui était prévu à la base. Et amender le contrat de concession sur la base de nouveaux bilans d'aménagement. Ça, on le verra donc tout à l'heure quand on verra les avenants. Voilà, donc l'actualisation des données de commercialisation. Donc là, vous avez un tableau où l'on voit donc dans la première colonne des données qui ont été utilisées pour le CRAC 2022. Et ces données étaient émanées d'une étude de marché qui avait été donc réalisée en 2018. Et dans la deuxième colonne, donc on a une étude de marché réalisée en 2023 par un bureau d'études qui s'appelle SEGAT. Voilà, donc il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Donc ces données, elles ont été réalisées dans le cadre de cette mission confiée au bureau d'études qui a réanalysé le programme d'opération au vu de l'évolution du marché et qui a réorienté le projet, surtout notamment vers plus d'habitat. Donc il s'agit là alors il faut le voir comme, et ça c'est important, même moi au départ je n'ai pas bien compris les différences, mais il faut le voir vraiment comme des charges foncières moyennes sur toute la durée de la concession. Donc il ne faut pas se dire que ce sont des charges en 2023 qui ont été voilà, et qui sont figées sur 2023, c'est vraiment sur toute la période de la concession. Et évidemment, elles pourront être indexées ou réajustées en fonction de l'évolution du marché et de l'attractivité de la ZAC. Au niveau, alors j'avais prévu d'en parler ici, donc j'en parle. Alors peut-être je vais donner un petit peu plus de détails que ce que j'avais prévu. Donc les participations constructeurs sur les terrains non cédés. L'étude de marché, elle a également révélé que le montant devait être revu à la hausse, notamment au vu de ce qui se pratique sur les autres ZAC. Par exemple, à côté, Malepère, les participations qui se pratiquent, je crois que c'est... voilà, le montant se situe entre 140 et 250 € le mètre carré. Et ça se calcule, le mode de calcul, c'est le montant prévisionnel des équipements publics mis à la charge des opérations par mètre carré de surface de plancher, le montant prévisionnel des équipements publics mis à la charge des opérations divisé par les mètres carrés de surface de plancher réalisables dans la ZAC. Voilà comment ça se calcule. Donc le montant total des équipements, ici, c'est 92,8 millions d'euros hors taxe. Divisé par la surface de plancher totale, c'est 513 380 mètres carrés. Donc, ça donnerait un montant de participation de 181 € le mètre carré de surface de plancher. Et donc, on l'a ramené à 170 pour être dans un prix raisonnable et acceptable, en tout cas à l'heure actuelle, qui pourra être révisé aussi. Voilà. Et donc ça doit donner lieu à une délibération indépendante donc qui sera prise tout à l'heure. Au niveau de la ZAC Enova, synthèse évolution du bilan prévisionnel de la ZAC.
Donc c'est un bilan financier qui est positif. Le CRAC 2022 donc, faisait apparaître une opération dont le solde était négatif, moins de 2,5 millions d'euros qui ont donné lieu à une participation d'équilibre. Et suite aux nouveaux travaux qui ont été menés sur les bilans et au fait d'avoir intégré plus de logements sur la zone, donc le solde du CRAC 2023 est positif à hauteur de 1,7 million d'euros. Donc là, vous avez en bleu, on va le retrouver on va trouver le même principe dans toutes les ZAC, dans tous les bilans de ZAC. Donc vous avez en bleu, dans les bulles bleues, ce qui justifie l'augmentation des dépenses, et en vert, dans les bulles vertes, on ne le voit pas très bien, mais c'est celles qui sont en bas, en bleu en haut et en bas en vert, donc qui justifient l'augmentation des recettes. Voilà, alors peut-être on peut les regarder. Donc ce qui va justifier l'augmentation des dépenses, c'est l'augmentation du budget compensation conséquente donc suite aux engagements pris avec les services de l'État. Alors je crois que c'était par rapport aux compensations des zones humides et puis trèfle maritime, etc., qui étaient assez, donc qui nous ont fait augmenter considérablement le budget. Ensuite, l'augmentation du budget travaux, études fonciers, qui anticipe plus de mixité, plus de requalification urbaine et une participation aux équipements publics en conséquence. Donc, un programme des équipements qui va nous coûter donc plus cher. Augmentation des frais financiers liés à l'évolution des taux et aux besoins de trésorerie pour lancer les travaux. Et puis, évolution de la structure de la rémunération de la SPL. On en reparlera, ça aussi, tout à l'heure, mais on avait déjà commencé à l'intégrer un petit peu là. Et en positif, donc, la réévaluation des charges foncières, on vient de les voir, sur la base de l'étude de marché 2023 et l'adaptation du programme. Ensuite, l'augmentation des parts de logement dans la programmation. Et puis, la réévaluation de la taxe d'aménagement majorée, projetée ou effectivement perçue. Voilà. Oui, avant la création de perçue, avant la création de la ZAC, pardon, oui. Donc, deuxième CRAC, c'est la ZAC du Parc du Canal. Donc, les principales réalisations, donc 2023, organisation d'une nouvelle phase de concertation en accord avec les demandes des services de l'État, janvier-février. Recherche des terrains de compensation environnementale. On a toujours un peu le même processus, hein, de toute façon. Validation des études d'avant-projet permettant de préparer le dossier d'enquête publique. Donc ça, c'était pour 2023. Et les perspectives 2024, c'était finaliser le dossier d'enquête publique. Je trouve que c'est fait. Répondre à la MRAE et CNPN, c'est les autorités environnementales, et avis PPA pour préparer l'enquête publique. C'est en cours. Poursuivre les négociations foncières et la recherche de terrains de compensation aussi. Étudier la pré-commercialisation afin d'actualiser le bilan de ZAC, donc comme on l'a fait sur Enova. On va lancer une étude de marché pour revoir les prix de commercialisation maintenant que l'on est entré en phase opérationnelle. Donc le travail va être confié à un bureau d'études et très certainement au même bureau d'études que pour Enova, donc c'est GAT. Où est-ce que j'en étais? Et ensuite, amender le contrat de concession sur la base de ce nouveau bilan d'aménagement. Donc voilà, on le verra. Pardon? Ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Alors, synthèse, évolution, bilan prévisionnel, donc même principe, hein, le bleu, le vert. Donc là, par contre, c'est un bilan qui est moins positif que pour Enova, qui se dégrade. On passe de 1 268 965 euros à 1,7 million d'euros, donc moins 454 402 euros. Alors, qui s'explique parce qu'il y a une augmentation assez conséquente du budget d'acquisition foncière. On le voit en bleu en haut, avec notamment une préemption, hein, dans la zone qui est portée par le PFL.
Ensuite, il faut qu'on prévoie aussi on l'a dit tout à l'heure, les prix qu'on revoit les prix de commercialisation. Et pour rappel, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, il y a un accord de la commune pour le reversement de la fiscalité jusqu'à équilibre de l'opération. Donc ça, c'est une convention qui a été passée entre donc, Ramonville et le Sicoval. Et donc c'est assez important parce que ça permettra à terme de récupérer cet équilibre dont on a besoin. La ZAC du Rivel. Donc les réalisations en 2023, réalisation des fouilles archéologiques de juin à octobre, réalisation des études complémentaires dans le cadre du démonstrateur de ville durable, démarrage des travaux de suppression du passage à niveau 201 par le dévoiement de la RD 16, raccordement d'eau potable et organisation de réunions publiques les 24 et 25 mai dans les mairies. Les perspectives 2024, c'était donc de créer l'ouvrage pour franchir la voie SNCF, donc en novembre 2024, on s'en rappelle, finalisation du plan guide du CPAUPE, alors cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales, et puis du CCTP, donc cahier des charges de cession de terrain pour la commercialisation. Je ne sais pas si c'est en cours aussi. Mettre en place donc l'AFU, l'Association foncière urbaine libre, pour la gestion de la production distribution d'énergie, c'est en cours aussi. Valider la stratégie et lancer la commercialisation dès la fin de l'année 2024. Ben, on y est, on en a parlé récemment, on démarre. Consolider et suivre les mesures de compensation, mettre en place un comité de suivi avec les riverains, donc ça c'est en cours aussi. Consolider le bilan de concession et amender le contrat de concession sur la base de ce nouveau bilan d'aménagement. Donc on le verra tout à l'heure. Alors, la synthèse de l'évolution plan prévisionnel de la ZAC, donc un bilan financier qui s'améliore, même s'il nécessite une participation d'équilibre. Alors, qu'est-ce qui a justifié l'augmentation des recettes? La réévaluation des charges foncières. Et puis surtout, la mise en place d'un principe de vente, donc au mètre carré de surface de plancher, comme à Enova, et plus de vente de mètres carrés de foncier, comme dans les zones artisanales classiques ou industrielles classiques, comme par exemple à Deim. Donc ça, c'est important parce que ça va améliorer substantiellement les recettes. Donc plus de ventes au mètre carré de terrain, mais des ventes au mètre carré de surface de plancher. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme dépenses Ah oui, il y avait l'adaptation du budget études, en lien notamment avec le lancement de la commercialisation, puisque ça, c'est des dépenses, les dépenses de commercialisation n'avaient pas été prises en compte en 2022. Augmentation du budget travaux avec l'intégration des trames vertes et la réintroduction d'une provision pour aléas. Et puis ensuite, on retrouve les frais financiers, l'évolution de la structure. Voilà, ce qui est important de retenir, c'est la mise en place vraiment de ce principe de vente au mètre carré de surface de plancher. Pardon ? Et la masquère, oui. Donc la masquère, donc c'est une ZAC qui est sur le point d'être clôturée. Donc, la masquère à Escalquens. Donc en 2023, on a eu les études sur l'ouvrage de franchissement du Bergeon, création d'une aire de food truck, la fin de viabilisation des lots en cours de commercialisation et la pose de signalisation et plantation des espaces publics. Les perspectives 2024, c'est la commercialisation des derniers lots. Donc, je crois qu'il ne reste plus que 2 lots, mais c'est en cours. A priori, ça devrait se réaliser assez prochainement. Et puis, donc, la préparation de la remise des ouvrages et la clôture de la concession. Donc, au niveau de la synthèse évolution du bilan prévisionnel de la ZAC, donc c'est une opération qui se termine en positif
donc bénéficiaire. Du fait des coûts d'aménagement limités, on n'a pas eu de grosses contraintes comme sur les autres ZAC. Et puis la vente de l'eau pour du commerce à des prix plus élevés a fait que cette ZAC, effectivement, est bénéficiaire. Donc il y a eu la non-réalisation aussi de travaux, des travaux de franchissement du Bergeant, qui se sont révélés non nécessaires, donc ça n'a pas été fait. Ce qui fait que la ZAC, effectivement, est finie dans le positif. Je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Voilà, donc pour finir, le rapport de gestion, donc il a été approuvé lors du CA du 29 mars 2024 et de l'AG du 13. Donc l'activité de la SPL, elle a été décrite à travers tous les cracks que je viens de vous présenter. La clôture des comptes 2023, le compte de résultat est bénéficiaire de 63 132 € avec un chiffre d'affaires de 5 705 003 €, c'est précis. Situation déficitaire, alors pour partie conjoncturelle. Donc ça, c'est lié au report des travaux et des sessions, donc qui ont été retardées. Ce qui fait que ça a effectivement donc influé sur ce compte de résultat. On va essayer de vite rattraper ce retard. Et puis une situation déficitaire aussi pour partie structurelle liée à l'autonomisation accrue de la SPL via la mise en place du GIE, dont la SPL finance 50 à 60% du fonctionnement. C'est ce qu'expliquait le président tout à l'heure. Et au manque à gagner lié à la structure de rémunération, donc pourcentage de travaux et sessions reportés au-delà de 2024. Babé va nous en parler tout à l'heure dans les avenants, donc je vais peut-être pas m'étendre dessus. Je ne sais pas si je peux trop en parler. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une alerte du commissaire aux comptes qui justifie donc une adaptation des rémunérations de la SPL. Donc, en fait, la rémunération de la SPL, elle est calculée par rapport c'est un pourcentage des travaux et des ventes. Et en fait, on verra que ça ne suffit pas parce que justement, dans des périodes comme celle qu'on vient de vivre, où on a un décalage avec les travaux et les sessions, la SPL n'a pas assez pour fonctionner correctement et ça ne peut pas durer. Donc voilà pourquoi on a été alerté par le commissaire aux comptes, mais vous en parlerez sûrement un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc moi du coup je m'arrête. Merci beaucoup Dominique pour cette présentation. Et donc avant d'envisager de passer au vote de ces différentes délibérations, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Alors, on va commencer par Monsieur Gillon et après Jürgen. Ensuite, Christophe. Oui, je veux faire la différence en fait entre la vente par mètre carré et la vente par surface de plancher, puisque en fait au niveau du terrain, si vous vendez que des surfaces de plancher, qu'est-ce qu'il advient des terrains qui sont autour des bâtiments? Alors en fait, pardon, j'ai mal à la gorge parce que j'ai une angine et c'était mal tombé ce soir. En fait, le mètre carré de terrain, c'est quand tu vends un terrain, comme quand tu achètes pour construire une maison, tu achètes un terrain, une parcelle de terrain et tu le paies au mètre carré. D'accord? Donc ça, c'est la vente au mètre carré de foncier. Et la vente de surface de plancher, c'est tu vends le potentiel que tu peux réaliser de surface sur ce terrain. D'accord? Et tu vends cette surface de plancher. Si tu peux, pardon? Et on vend bien le terrain. On vend bien le terrain avec, oui. Mais si tu veux, c'est une façon différente de vendre. Et dans les AC économiques, à vocation économique, on vend la surface de plancher. C'est-à-dire que plus tu peux en construire dessus, et plus ton terrain, tu vas le valoriser. Alors que quand tu vends juste un terrain, mais que tu construises 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés, tu vas payer la même somme le terrain. Alors que si tu vends en surface de plancher, si tu peux en faire 200, tu paieras plus que 100. Voilà. Si je peux compléter, c'est aussi une stratégie commerciale qui est double, qui est aussi un peu éco-responsable, c'est-à-dire ça favorise de
de limiter les superficies foncières et de favoriser plutôt la densité, la densification. Voilà. Aussi. Jürgen? Oui, merci. Donc peut-être un premier point au préalable, ça serait vraiment super si on pourrait avoir cette présentation, parce qu'il y a beaucoup d'informations complémentaires qui n'étaient pas dans les 300 ou je ne sais pas combien de pages à éplucher et qui sont quand même très utiles à comprendre en fait aussi voilà ce qui suit. J'avais justement beaucoup de questions sur le modèle économique. Donc là, j'ai compris effectivement avec le changement surface de plancher, ça peut bien tenir, mais en fait, pour les entreprises, ça implique quand même qu'il y a une augmentation des coûts. Hein. Oui. Parce qu'il y a tout simplement, quand on regarde, par exemple, sur la SAC Innova, les coûts ont augmenté sur la partie cession de terrain de 64%. Et ça se répercute, bien sûr, sur les acheteurs. Et donc, la question, c'était un peu, est-ce que vous êtes sûr que c'est toujours fiable économiquement, vu les augmentations? Alors, là, il n'y a pas de rapport avec la surface de plancher, parce que ça y était déjà. La partie cession, la ligne cession de terrain a augmenté de 64%. Oui. Pas le prix au mètre carré, c'est Non. le nombre de mètres carrés qu'on vend. Non, c'est simplement la ligne budgétaire et en fait... Mais c'est pas le... Oui, non, mais j'ai compris, mais cette information n'était pas fournie, justement. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est important de fournir toutes les informations. Et pour la SAC du Rivel, au même niveau aussi, en fait, je découvrais à travers de cette délibération que la surface à commercialiser est passée de l'année dernière de 75 hectares à 55 hectares cette année. Elle a diminué quand même assez drastiquement, hein, la surface je parle des terrains, hein, les surfaces à commercialiser. Et je n'ai pas compris comment ça peut tenir économiquement. Mais là, j'ai quand même une question de suite, parce que je vois que les surfaces de plancher ne bougent pas. C'est toujours les mêmes qu'au dossier de réalisation. Et donc, ça veut dire quoi? C'est en fait, on fait plus haut. Quel est l'impact en fait sur la SAC de garder, de maintenir le surface de plancher constant et de diminuer comme d'une manière assez drastique les terrains qui seront commercialisés? Donc ça, c'est une question. Et j'ai aussi vu l'émergence en fait des terrains un peu spécifiques au-dessous de la ligne de haute tension. Ça n'existait pas non plus dans le dossier de réalisation. Mais non, il y a des terrains qu'apparemment on ne peut pas trop utiliser parce qu'apparemment, donc je ne sais pas s'il y a des nouvelles informations, donc je voulais aussi avoir des éclaircissements là-dessus. Et voilà, c'est tout. Alors la première question, je crois que c'est pour densifier, mais je parle sous le contrôle de celui qui a piloté l'année 2023, c'est Bruno. C'était pour densifier. Oui, Bruno. Il y a effectivement eu de la densification de fait. Il y a beaucoup d'évolutions que vous avez notifiées ou notées qui sont liées aux études qu'on a fait pour l'AMI. Notamment, vous parliez des espaces sous les lignes de tension. Tout ça font l'objet, vous savez qu'on a répondu et été retenu sur l'AMI Ville Durable et qui a généré, dans la phase d'incubation, tout un tas d'études. Et de ces études, on n'a pas fait ces études pour se faire plaisir, on a fait ces études pour optimiser et améliorer notre projet, en particulier sur l'aspect développement durable. Et donc, une des actions qui a été retenue, c'est de revoir le plan d'aménagement et le plan d'identification pour optimiser les constructions, avoir le même nombre de mètres carrés, voire même plus de mètres carrés, en consommant moins de mètres carrés d'espace, en imperméabilisant moins de mètres carrés. C'est pour ça que vous avez moins de mètres carrés à vendre, entre guillemets, même si le mètre carré de surface de plancher pourrait être le même. C'est là où on est vertueux. Et puis, pareil, sur les zones à haute tension, suite à une étude de santé notamment, il a été proposé et retenu de ne pas construire des zones où il y a des postes de travail permanents à proximité, sous ces zones. Donc, il y a différentes zones. Et en fonction de ces zones, on a dit, là, on ne peut rien construire. Là, on peut construire, mais des surfaces seulement de stockage, des choses comme ça. Et là, par contre, on peut construire du bureau ou de l'atelier. Donc, voilà,
tout ce que j'ai entendu et si j'ai bien compris, sont issus de réflexions et d'études, hein, parce que les études d'aménagement sont des choses complexes avec plusieurs paramètres. Et donc, on a tenu compte en particulier des études réalisées dans le cadre de l'AMI pour optimiser et rendre un peu plus vertueux notre projet. Laurent, tu veux peut-être intervenir sur... Oui, peut-être pour la question sur le coût augmenté sur la zone Enova. C'est l'étude qui nous l'a fait, qui nous l'a fait prendre en considération, en tenant compte d'un élément, c'est que la première étude ne tenait pas compte quand même de l'arrivée de 2 métros. La seconde est avec l'arrivée de 2 métros. Et donc l'opportunité à un moment de considérer, de revaloriser le projet plus globalement à des prix actuels qui correspondent à l'offre du marché en moyenne. On est vraiment dans l'offre du marché. On pourra peut-être voir plus haut. S'il y a une crise immobilière peut-être un peu plus bas, mais on est dans une lignée correcte. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non. Donc je vais céder la présidence à Babé Gavin pour soumettre les différentes délibérations et donc en demandant aux personnes qui doivent se déporter de se déporter. Oui, Président, je ne suis pas noté déporté, mais comme j'étais en responsabilité en 23 et qu'on est sur le CRAC 23, oui, je préfère... Ce serait mieux. Ouais, d'accord. Voilà. C'est manière au cas où, quoi. Il y a pas, a priori, il n'y a pas d'obligation, mais si tu préfères, c'est bien. Par contre, je ne sais plus ce que c'était dans l'ordre. Alors, le premier, c'était quoi? C'était la SPEL, là. Tu as les pages? Tu as les pages? Parce que j'ai pas les pages. Alors c'est lequel parce que sinon... Ouais, mais j'ai pas la... Non, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Bah, tiens. Tu l'as, le truc? C'est ça que je voulais. C'est bon. Ok, merci. Alors, concernant le rapport de gestion de la SPL Enova Aménagement, donc sont déportés Bruno Cobé, Patrice Arséguel, Laurent Chérubin, Didier Belair, Jacques Auberti, Dominique Sangaille, Jacques Ségéric, Pascal Chicot, Olivier Capel, Christophe Lubac, Laurent Forest, Jean-Luc Tronco et Fabrice Baudot. Ça y est? Reste-t-il du monde? Voilà, donc je vais vous proposer d'approuver ce rapport de gestion de la SPL Enova Aménagement, donc en prenant acte du rapport annuel de gestion joint en annexe. Et donc je vous propose d'autoriser notre président ou son représentant à signer tout document afférent. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Une abstention? Deux. Donc deux ou une? Une abstention. Qui s'oppose? Donc une opposition. Donc le rapport est approuvé, je vous remercie. On va passer à la concession, donc ZAC Enova, compte rendu d'activité de la collectivité locale, CRAC, là, donc 2023. Donc je suppose que ce sont les mêmes déportés. Oui, ce sont les mêmes déportés. Donc je vous propose de prendre acte des comptes rendus annuels de la collectivité SPL Enova Aménagement pour l'opération Enova, jointe en annexe, et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document afférent. Qui s'abstient? Deux abstentions. Oui. Donc, qui s'oppose? Donc, je vous remercie. Approuvé. Nous passons à la concession ZAC Parc du Canal. Donc, compte rendu annuel d'activité. On est sur la CRAC 2023.
les mêmes abstentions, les mêmes déportés. Déportés, c'est pas beau, hein. Et donc, je vous propose de prendre acte des comptes rendus annuels à la collectivité de la SPL Enova Aménagement pour l'opération Parc du Canal et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document afférent. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Une abstention. Qui s'oppose? Personne. Je vous remercie. Nous passons à la ZAC de la Masquère, compte rendu annuel d'activité à la collectivité CRAC 2023. Les mêmes personnes déportées. Et je vous propose donc de prendre acte des comptes rendus annuels à la collectivité de la SPL Enova Aménagement pour l'opération de la Masquère, tel que voilà, décrit dans les documents joints d'annexe, et d'autoriser le président ou son représentant à signer tous les documents afférents, tout document afférent. Qui s'abstient? Une abstention. Qui s'oppose? Personne. Approuvé. Je vous remercie. Concession ZAC du Rivel, compte rendu annuel d'activité à la collectivité, CRAC 2023, les mêmes personnes déportées. Et donc, une fois de plus, je vous demande de prendre acte des comptes rendus annuels à la collectivité de la SPL Enova Aménagement pour ce coup-ci l'opération du Rivel et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document afférent. Qui s'oppose? Non, j'ai commencé par s'opposer, c'est pas grave. Donc 5 oppositions, abstention 1, 2, 3, 4. Juste dire que je vote, Monsieur Simon Viguer ne vote pas. J'ai levé qu'un seul doigt, je précise seulement. Je me suis mis d'accord avec lui, il m'a donné sa procuration, donc je respecte ce qu'il m'a demandé de faire. Donc je suis le seul à voter contre. Ok, donc c'est bon, je vous remercie. On passe donc à la concession d'aménagement de la ZAC. Ah non, c'est bon, on a fini. Non, puisque après c'est les avenants. On a fini, j'étais lancée. Je vous remercie. Babé, c'est bon? Est-ce que je peux reprendre la présidence? Si tu veux. Merci. Alors, merci Babé. Et ce que je vous propose, c'est de faire le break, là. Donc, au rez-de-chaussée, il y a un buffet. Et on tâche de reprendre à 20h30. Alors, je ne sais pas. Oui, il y a un buffet, vous pouvez aller, c'est au rez-de-chaussée. Il y a un buffet pour tous les conseillers communautaires. Hein. Voilà, et on reprend à 20h30.